Et salut tout le monde, c'est Zeldo. Et Lana, de retour sur la chaîne pour vous présenter ensemble le film de Makoto Shinkai qui s'appelle Your Name. Avant de vous parler du film, permettez-nous de vous parler un petit peu plus du réalisateur qui a notamment écrit les light novels Your Name avant de réaliser son film. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, Makoto est souvent comparé à Miyazaki, qui est considéré comme le maître de l'animation japonaise. Il est considéré comme le second Miyazaki, et lui, ça le met toujours un peu mal à l'aise parce qu'il aime pas ça et il considère que Miyazaki, il est bien au-dessus de lui. Alors du coup, nous, on va faire pareil, on va un peu comparer justement les deux réalisateurs entre le fond et la forme. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Makoto s'inspire toujours de faits réels, de petits éléments du quotidien. Les rues que vous verrez dans ses films sont des rues qui existent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais qui font des tours après en fonction de ses films. Alors que Miyazaki, lui, il a peut-être une petite part de réel, mais on finit toujours dans un monde fantastique avec des créatures de la mythologie ou un peu plus dans la science-fiction. Et par rapport au sujet traité, Miyazaki, lui, il fait des satires de la société et il a des thématiques un peu plus écologiques, comme Princesse Mononoke, où on voit les deux versants de la bataille et pourquoi chacun se bat, etc. Par exemple, à travers Princesse Mononoke, Miyazaki nous présente les raisons. Chacun, en fait, a des bonnes raisons de se battre et de défendre son territoire, la nature, parce que voilà, pour les animaux, etc. Et la femme qui attaque la nature et qui essaye de... enfin, qui les détruit, c'est pour pouvoir aider les femmes qui sont dans le besoin. En revanche, Makoto, lui, il traite, donc, comme j'ai dit, des sujets qui sont beaucoup plus ancrés dans la réalité. Lui, il s'intéresse plus aux relations humaines, notamment à travers les relations adolescentes, parce que comme il dit, c'est là où on ressent les émotions de façon beaucoup plus importante, de façon plus entière, et du coup ça lui permet de plus jouer par rapport à ça et de poser les questions de comment on trouve sa place dans la société et les liens qu'on peut avoir les uns avec les autres. Miyazaki est très connu pour ses dessins, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Makoto, lui, ce qui le démarque de Miyazaki, c'est qu'il joue énormément sur les jeux d'ombre et de lumière, et c'est ce qui lui permet aussi de retranscrire les sentiments de ses personnages et de mettre beaucoup d'ambiance dans les paysages. A l'inverse de Miyazaki, qui a surtout fait connaître les studios Ghibli, Shinkai travaille pour le Comics Wave Film, qui lui a permis de sortir de ses plus grandes œuvres, La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, Voyage vers Agartha, ou encore Les Enfants du Temps. Mais celui dont on va parler, c'est surtout Your Name, qui est sorti en 2016, et c'est celui qui l'a plus fait percer au niveau international, du fait notamment de son record au box-office qui a très largement surpassé le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Mitsuha, jeune fille d'un petit village lointain, appartient à une famille scindée en deux entre une grand-mère très attachée aux traditions et à la culture shintoïste et son père qui est maire de ce petit village. Souhaitant découvrir une nouvelle vie dans la belle et grande ville de Tokyo, elle se verra inverser son corps et sa vie avec Taki, jeune lycéen de Tokyo. Ces deux adolescents vont devoir apprendre à alterner entre leurs deux vies, découvrir les bons et mauvais côtés que vivent l'autre, jusqu'à ce qu'une comète passe au-dessus de la Terre et change le déroulé de leur vie à jamais. Suite à ce court résumé, nous allons pouvoir davantage analyser et vous raconter quelque chose que vous auriez pu rater durant le film, du fait que les traditions japonaises et européennes diffèrent énormément. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, il faut s'arrêter maintenant, reprendre la vidéo une fois l'avoir vu parce qu'il va y avoir plein de spoilers. Le saviez-vous, Shinkai s'est totalement inspiré de lieux connus afin de réaliser son film. Certains guides touristiques tokyoïstes pourront même vous faire un trajet afin de vous faire visiter tous ces lieux qui sont présents dans le film. Puisqu'en effet, Shinkai lui-même, dans un journal d'Arte, a pu présenter tous les lieux un par un. Le film se déroule principalement à Tokyo et aux alentours du mont Gifu. Le cratère sacré de Shinkai est totalement inspiré de l'île d'Aogashima qui est à peu près à 350 km de Tokyo. Le restaurant où Taki travaille durant le film et également les escaliers qu'on voit à la toute fin du film sont des lieux qui sont devenus totalement touristiques. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si Makoto aime bien nous faire découvrir le Japon à travers ses films avec des scènes qui sont inspirées des faits réels, il aime bien également jouer avec la langue japonaise. Ça peut être des petites nuances que nous, si on ne connaît pas le japonais, on peut passer totalement à côté, surtout si vous regardez les films en VF directement. Par exemple, lorsque Mitsuha rencontre pour la première fois les deux meilleurs amis de Taki, si on regarde que en VF, pourquoi eux, ils ont une sorte d'incompréhension quand Mitsuha essaye de se définir, enfin essaye de dire je. Dans la version française, on a regardé, elle utilise des adjectifs féminin et on comprend pas pourquoi le personnage féminin ne comprend pas que ça ne va pas étant donné qu'elle est censée incarner un homme. Alors qu'en fait, quand on regarde en japonais, on voit que Mitsuha utilise le pronom personnel watashi. Watashi. Alors watashi, c'est utilisé dans la sphère publique par les hommes et par les femmes dans un aspect très formel, dans des discussions formelles, donc avec son patron, machin, etc. C'est pour ça que déjà par rapport au fait que comme c'est ses deux meilleurs amis, on peut comprendre pourquoi ils ont une petite incompréhension. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, comme là, ils sont
censés être dans le domaine privé, watashi ne s'apparente qu'aux femmes, surtout depuis le XXe siècle à travers les feuilletons japonais qui ont donné vraiment une dimension féminine à ce pronom-là. Du coup, Mitsuha, elle comprend que watashi ça ne va pas. Elle utilise le pronom watakushi, qui ne va pas non plus parce que là pour le coup c'est vraiment utilisé que dans des situations formelles. Du coup, elle comprend que là, il va falloir qu'elle utilise des pronoms masculins parce que c'est censé être un homme et plus une femme. Et elle va essayer dans le premier temps le pronom boku, qui veut dire également je, mais pour les jeunes garçons. Et quand elle va voir qu'ils sont toujours pas d'accord, elle se rend donc compte qu'elle est obligée d'utiliser le pronom personnel. Le pronom qui est utilisé dans les situations vraiment très informelles, qu'on n'utilise qu'avec ses plus proches amis, ce qui du coup là correspondait à la situation où elle était. On a une scène semblable juste après celle-ci, lorsque Mitsuha, dans le corps de Taki, rencontre sa collègue. Lorsqu'elle essaiera de l'appeler, un de ses collègues masculins la rappellera à l'ordre en lui disant que ce n'est pas des façons de parler, car elle n'a pas utilisé en fait le suffixe senpai qui est utilisé pour appeler des gens qui sont ou plus âgés ou alors qui ont plus d'expérience. Un autre suffixe qui est tout aussi important est le suffixe kun, qui est notamment utilisé pour parler à des garçons plus jeunes que nous-mêmes, ou au moins que l'on connaît davantage. Il n'a pas forcément une connotation affectueuse que l'on voit dans certains animés, mais dans ce cas-là, nous en parlerons un peu plus. Par rapport aux traductions, nous évoquerons aussi d'autres mots plus en détail, tels que le musubi, le crépuscule, et du titre même du film, Your Name. Durant le synopsis de Your Name qu'on vous a raconté, nous avons notamment parlé du culte shintoïsme. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Shinto? La plupart des Japonais ne considèrent pas le Shinto comme une religion à part entière, mais plutôt comme un respect des rites ancestraux nippons. Pour les partisans du Shinto, la croyance s'établit notamment sur le respect de la nature, mais également sur la croyance envers des divinités liées aux événements naturels, que l'on appellera les kami. Ce qui est intéressant de noter au Japon, c'est que justement on a la culture du shintoïsme et en même temps il y a une autre partie du Japon qui est ultra moderne. Et on peut comprendre à travers le film que justement on a cette dualité du japonais qu'on peut retrouver également dans le film de Makoto. Par exemple à travers les rituels shinto qui sont présentés, comme le rituel du kushi kamizake, que l'on retrouve au tout début du film d'ailleurs. C'est le moment où on voit Mitsuha mâcher du riz et le recracher. En fait, cette action de recracher du riz, c'est une des façons les plus ancestrales au Japon de faire le saké. Ils font ce rituel, mais comme le dit la grand-mère, ils ne savent plus pourquoi ils le font. Parce qu'ils ont perdu les écrits ancestraux. On peut comprendre à travers ça qu'il y a une perte des traditions au Japon et que c'est plus que du mimétisme. L'élaboration de ce saké est réalisée que par des jeunes filles vierges, ce qui est censé représenter Mitsuha. Et enfin, ce qui est intéressant de noter, et comme on va le comprendre plus tard dans le film, ce saké est considéré comme une offrande que l'on offre aux dieux. Et ce saké va avoir une importance capitale dans le film, comme vous allez voir par la suite. Donc maintenant qu'on a un peu parlé du shintoïsme, on va parler un peu plus en détail du terme musubi, qui est évoqué par la grand-mère de Mitsuha. D'après ce qu'on sait du musubi, une notion qui est très importante, c'est que l'union de deux forces opposées permettent de créer un renouveau. Dans la culture shinto, mais également bouddhiste, c'est un peu la théorie du yin et du yang. On nous raconte qu'il faut du positif et du négatif pour créer quelque chose de totalement harmonieux. Que l'un sans l'autre, l'harmonie ne peut se créer. On pourrait d'ailleurs citer Bernard Marillier, qui dira « La vie porte en elle la mort, mais la mort est promesse d'une vie future ». Pour se rapporter au film, il faut faire très attention au passage où la grand-mère explique ce qu'est musubi, parce qu'au final ça va être la clé pour la compréhension complète du film. La grand-mère de Mitsuha explique que lier les filles est musubi, lier les gens est musubi, que le fil du temps en tant que tel est musubi, que les tresses qu'elles font avec Mitsuha et la petite sœur de Mitsuha c'est du musubi, que les tresses qu'elles réalisent avec Mitsuha et la sœur c'est musubi et donc c'est l'œuvre de Dieu. Elles représentent le cours du temps, les fils s'assemblent, prennent forme, se mêlent, se nouent, parfois ils se démêlent et parfois il se renoue. En fait, quand on revoit le film après l'avoir vu une première fois et qu'on sait ce qui attend Mitsuha et Taki, on comprend qu'en fait, ce que décrit la grand-mère, c'est exactement ce qui va représenter la relation que vont avoir les deux personnages principaux, qui vont d'abord se lier, quand ils vont commencer à permuter, après ils vont se séparer, enfin ils vont perdre les liens pendant des années et ils vont finir par se renouer à la fin. La clé également qui est importante de savoir à ce moment-là du film, c'est qu'elle explique que l'eau, le riz, en gros tout ce qu'on ingère, tout ce que la personne va ingérer, c'est également musubi parce que ça va s'intégrer à l'intérieur du corps. Et ça va être la clé de l'explication du pourquoi le saké va avoir une importance aussi conséquente pour la renaissance de Mitsuha. Lorsque l'on a compris toutes ces mises en contexte, on pourra se rendre compte qu'il y a beaucoup de symboliques spirituelles dans le film et on va commencer à en évoquer quelques-unes. La première symbolique, qui est pourtant une des plus importantes quand on regarde le film, c'est la symbolique même de la comète, qui est le symbole des grands changements pour les personnages mais également pour la réalité. La fragmentation de cette étoile
l'étoile se divise en deux futurs possibles. Dans le cas notamment de Mitsuha, il y a une partie de l'étoile qui continue son tracé, donc la Mitsuha qui survit, mais de l'autre, la partie de la comète rouge qui chute, et finalement l'histoire même de Mitsuha qui meurt. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dès le début du film, on a vraiment cette notion qui est très appuyée. Notamment, la première scène met totalement en avant le fait que la comète va chuter sur la Terre. Avec tout ce qui nous est montré au début du film, le fait d'appuyer sur cette chute de la comète peut justement nous mettre en avant le futur de ces deux personnages, entre Taki qui va continuer son chemin et Mitsuha qui est censé donc décéder dès le début du film. Avec tout ce qui nous est montré au début du film, on peut comprendre une chose, c'est que la comète en fait désigne les deux personnages. Lorsque Mitsuha mourra, c'est une partie de Taki qui se désagrège. À la suite de ces premières scènes, il y a la musique et on a ce qu'on appelle l'opening. Enfin, on a décidé d'appeler ça de façon arbitraire. Dans cet opening, on a du coup la musique et une suite d'images qui méritent d'être analysées. Par exemple, dans un premier temps, on peut apercevoir une lune qui est séparée en deux, avec un côté éclairé et un côté sombre. On peut également comprendre que les deux personnages ont aussi une dualité. On peut faire un lien avec un mythe grec de l'androgyne, où à la base, justement, les êtres humains étaient constitués de 2 têtes, 4 bras, 4 jambes. C'était des êtres qui étaient si parfaits qu'ils ont engendré la jalousie des dieux. Et Zeus, jaloux de cette perfection, a décidé de les séparer et les a condamnés à ce que chaque partie cherche son autre moitié tout au long de sa vie. C'est ce qui représente le concept d'âme-sœur et qui est plus ou moins traité au final à travers ce film également, étant donné que Mitsuha et Taki sont 2 destins qui sont étroitement liés. Mais on comprend également que Taki et Mitsuha se complètent, non seulement d'un point de vue totalement symbolique, mais d'un point de vue de personnalité. Par exemple, Taki, au contact de Mitsuha, elle va être beaucoup plus doux et va comprendre un peu plus les notions de diplomatie. Mitsuha, au contact de Taki, va apprendre à beaucoup plus se faire respecter et notamment dans sa classe avec les rumeurs qu'il peut y avoir quant au fait que son père est le maire et qu'il y a des soupçons de corruption. À la suite de cet opening, la première scène du film, Taki se réveille dans le corps de Mitsuha et qui est réveillée par la voix de Mitsuha qui fait Taki-kun, Taki-kun. Du coup, dans cette scène, Mitsuha utilise le suffixe kun qui signifie qu'elle connaît déjà Taki. En fait, pour mettre dans le contexte, tout simplement. Mitsuha, à ce moment-là, elle vit 3 ans avant le Taki qui va connaître les permutations. À travers le Taki-kun, on comprend que Mitsuha, elle, a déjà vécu les permutations, alors que Taki, lui, se réveille et il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est sa première permutation. Ensuite, on comprend également qu'il y a eu un petit décalage. C'est la scène où Mitsuha, elle veut rencontrer Taki, qui est censé avoir un rendez-vous galant avec sa collègue dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est ce moment-là où Mitsuha se rend compte qu'elle est amoureuse de lui et elle décide d'aller le voir. Sauf que dans la temporalité, Taki ne la connaît pas encore. Mais il lui demande comment elle s'appelle et du coup, à ce moment-là où elle lui donne son ruban, on comprend qu'en fait que cette Mitsuha là, ça va être la Mitsuha qui aura fait le voyage jusqu'à Tokyo et qui mourra le lendemain. Mais ça, Taki ne le sait pas encore. Et du coup, la scène où justement Mitsuha lui donne son ruban, on comprend du coup qu'elle donne une partie d'elle-même et il y a également une partie d'elle-même qui est donnée à travers le saké. Ce que va comprendre du coup Taki, qui aura eu l'explication du musubi par la grand-mère de Mitsuha. Donc il comprend que en fait le saké représente une part de Mitsuha et c'est pour ça qu'il va boire ce saké. Et c'est ce qui va permettre en fait que Mitsuha revienne à la vie parce qu'elle va s'intégrer dans le corps de Taki. Et c'est pour ça également qu'on a la scène où on voit en défiler toute la vie de Mitsuha jusqu'à ce qu'il commence les permutations. Parce que Mitsuha ressuscite clairement à travers le saké dans Taki. On va parler un peu plus en détail du terme de crépuscule qui sera mentionné durant le cours que Mitsuha passera en classe. Durant cette scène en classe, la professeure va beaucoup appuyer sur le terme de crépuscule mais sous la forme de Tasodare Doki. À côté de ce terme, on peut y voir figurer le terme Manyotsu, qui est un recueil de poèmes qui a été écrit entre le 4e et le 8e siècle. Dans ce recueil qui est le Manyotsu, il figure justement ce poème Tasogare. Ce poème, on va vous le traduire. Me demande pas qui je suis. En ce crépuscule du mois de septembre, j'attends mon bien-aimé. Ce kanji, Tasogare, signifie donc le crépuscule, mais également qui es-tu? Dans l'ancien temps, le crépuscule voulait signifier en fait la rencontre entre les non-vivants et les vivants. Ce qu'on peut remarquer également dans ce poème, c'est la mention du mois de septembre. Et ce mois de septembre est également le mois où débutent les permutations entre Taki et Mitsuha. Cette période était donc propice à demander la question de qui es-tu? Cette question, eh bien, on la voit dès le début du film dans le cahier de cours de Mitsuha. C'est sûrement Taki d'ailleurs qui l'a écrit la veille. À l'époque, demander le nom d'une personne pouvait être symbolisé comme une demande en mariage. Répondre à cet appel signifiait que l'on acceptait la demande. Quand on sait tout ça, la scène du crépuscule prend tout son sens. On l'a dit tout à l'heure, le titre du film, qui a été traduit en Europe par Your Name, se dit en japonais Kimi no Nawa, que l'on pourrait traduire tout simplement par Quel est ton nom? Mitsuha étant morte
et Taki étant vivants à ce moment, le fait même de s'appeler par leur prénom signifie qu'ils se donnent leurs sentiments mutuels. Tasogare a également une variante qui est Kawatari, qui signifie qui es-tu. Taki a écrit je t'aime plutôt que de mettre son prénom sur la main de Mitsuha, en référence à ce que la grand-mère a dit plus tôt dans le film. Il nécessite un sacrifice de ce qu'on a de plus cher afin de revenir de l'au-delà. Ce je t'aime, on l'a traduit d'une autre manière qu'un je t'aime amoureux, et plutôt un je t'aime qui donne la vie, pour évoquer notamment la notion d'énergie vitale. Le musubi est un concept très important dans le Shinto. Musubi peut donc évoquer combiner, attacher, se lier à quelque chose, et selon la façon de l'écrire en japonais, musubi peut aussi rappeler une autre forme d'expression, l'esprit de la naissance et du devenir. Le sacrifice de son énergie vitale et de son souvenir d'elle est finalement la chose qui lui est le plus chère actuellement. D'où la transition brusque avec le crépuscule qui marque une rupture entre l'histoire initiale et celle qu'écrivent les deux adolescents entre eux. La nouvelle Mitsuha qui va survivre vient de naître. C'est donc là qu'on peut parler de la théorie d'Everett ou même de la 5e dimension qui ont été évoquées dans le générique de l'opening, puisque la théorie d'Everett consiste en la théorie des mondes multiples. Cette théorie évoque le fait que, sur un plan dimensionnel, la même personne peut finalement avoir deux copies d'elle-même. Dans ce cas-là, on peut remarquer que Mitsuha a une partie d'elle qui va donc mourir de la comète et une partie qui va renaître à la fin du crépuscule et qui va vivre sa vie et rencontrer Taki plus tard. Cette théorie d'Everett est très liée au paradoxe de Schrödinger, puisqu'ici, chaque événement est une bifurcation. Le chat est à la fois mort et vivant, et le chat mort et le chat vivant existent dans toutes les bifurcations possibles, au même titre que Mitsuha est morte dans une bifurcation et est vivante dans l'autre. Il y a un autre point qui est amusant, c'est que le recueil de poèmes, Manyotsu, signifie justement le recueil des 1000 feuilles. Toutes les personnes de la famille de Mitsuha récupèrent le kanji da, qui signifie le mot feuille. Chacune de ces filles exprime le nombre de feuilles qu'elle représente. Notamment, Mitsuha veut dire 3 feuilles, et sa sœur Yutsuha signifie 4 feuilles. Pour la grand-mère, on peut aussi évoquer que ça veut dire une feuille. Taki se rend compte que s'il a aimé sa collègue, il est maintenant amoureux de Mitsuha. Taki essaye d'appeler Mitsuha au niveau du pont, il n'arrive pas à la joindre, parce que Mitsuha est déjà morte à ce moment-là et pas encore ressuscitée. En suivant le parcours de Mitsuha, on se rend compte qu'elle essaye également de le joindre, mais 3 ans auparavant. C'est la première fois que Mitsuha va pleurer sans raison et sans comprendre pourquoi. Pleurer sans savoir pourquoi, mais juste avoir une impression de manque, est déjà évoqué au début du film, quand ils disent qu'il justement il leur manque quelqu'un ou quelque chose. Et nous du coup on comprend pourquoi. Parce que Mitsuha se rend compte qu'elle aime Taki et qu'elle allait le voir mais qu'il ne l'a pas reconnu. Et Taki, c'est parce qu'il sait que Mitsuha a existé mais qu'il l'a perdu. C'est également à ce moment-là du film que du coup on revoit la scène où Mitsuha donne son ruban à Taki, qui ne la connaît pas, et qu'on se rend compte que finalement, mine de rien, les coiffures de Mitsuha ont un enjeu dans ce film. Pour une première lecture du film, on peut juste remarquer que Makoto s'est amusée avec les coiffures par rapport au fait que quand c'est Mitsuha, et réellement Mitsuha dans sa vie, elle a toujours des tresses. Il y a toujours le lien d'ailleurs avec le musubi. Pour aider le spectateur à différencier la Mitsuha qui est Mitsuha et la Mitsuha de Taki, il a fait faire à Taki qu'une simple queue de cheval. Déjà on voit la différence. Ensuite, une fois que Mitsuha, 3 ans auparavant, a donné son ruban et qu'elle se rend compte que Taki ne la reconnaît pas, elle décide de demander à sa grand-mère de lui couper les cheveux très courts. Parce que déjà de 1, elle n'a plus le lien qui l'a reliée avec Taki, donc c'est pour ça qu'elle se coupe les cheveux. Parce que quand ils se retrouvent dans la scène du crépuscule, c'est Taki qui redonne son ruban à Mitsuha, et c'est à ce moment-là où elle recommence à s'attacher les cheveux et qu'elle fait le nœud dans les cheveux. Et là, ça marque aussi également que du coup, ils se sont renoués et qu'ils vont pouvoir recommencer à vivre ensemble. On a les indices dès l'opening. On voit les évolutions des personnages de Mitsuha au début du film, Mitsuha qui commence à grandir, quand elle se coupe les cheveux, et elle disparaît. Le plan passe sur Taki, qui justement, quand on le voit quand il est jeune, quand il devient adolescent et quand il devient adulte. Mitsuha disparaît petit à petit et elle change de coiffure et elle réapparaît quand elle redevient adulte et que quand en fait Taki va la rencontrer de nouveau à Tokyo. On peut ajouter une dernière symbolique, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, quand on l'inverse, c'est forcément le chiffre de l'infini, mais on peut le remarquer à 2 reprises dans le film. La première, c'est la forme du cratère une fois que la météorite chute. Avec les 2 cratères, ça forme un énorme 8. On pourrait donc se dire que, eh bien, ça représente peut-être le fait de l'infini, puisqu'à ce moment-là, Mitsuha va revenir à la vie, ce qui fait que son existence a été une perpétuelle renaissance. La totalité de l'histoire dure au total 8 ans, du début des échanges avec Mitsuha en 2013 jusqu'à leur dernière rencontre dans les escaliers qui se passe donc en 2021. Putain, c'est maintenant? Ouais. Lorsque Mitsuha revient à la vie, elle va finalement rendre son lien à Taki, ce qui peut encore une fois rappeler cet effet de boucle bouclée. On boucle la boucle temporelle. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle renouera complètement le lien avec son père alors qu'elle l'avait brisé lors de la mort de sa mère. Ce renouement permettra notamment de sauver les villageois. Les kanji de la ville Itomori signifient en réalité les fils, la protection, mais aussi la petite ville. On peut encore faire ce rapprochement au nœud, aux tresses.
Du coup, on espère que ces explications vous ont plu, qu'on s'est pas trop perdu et que vous avez réussi à nous suivre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, en tout cas nous dire vos avis ou si vous voulez d'autres épisodes pareils, identiques. Et dans tous les cas, on vous demandera donc de laisser un petit pouce bleu parce que bah, c'est cool. Et puis si vous voulez nous suivre sur les réseaux, tout est en description. Donc salut tous!